Bonjour à toutes et bonjour à tous. Quand on parle d'amour, on pense souvent aux relations de couple. Mais l'amour, c'est bien plus que ça. C'est aussi nos relations familiales, nos amitiés, les liens que l'on tisse avec les autres. Aujourd'hui, on va voir comment, dans l'amour de la famille et dans nos relations interpersonnelles, cela influence notre cerveau. Pourquoi l'empathie est essentielle pour mieux se comprendre et comment un simple câlin peut transformer notre bien-être. Donc dans un premier temps, nous verrons les différents types d'amour et l'importance de l'amour familial et amical. Puis nous explorerons l'incroyable pouvoir de l'empathie grâce notamment au rôle des neurones miroirs. Nous finirons par les conseils habituels pour vivre pleinement toutes ces sortes d'amour, notamment avec un outil à la portée de tous et qui possède un pouvoir universel. Pour commencer, je vais vous parler d'une étude récente menée par l'université d'Aalto en Finlande. L'équipe a réuni 55 adultes, tous en couple et ayant au moins un enfant. Ils les ont placés sous IRM cérébral et leur ont raconté de courtes histoires. Certaines sont banales et d'autres doivent susciter de l'émotion. Une émotion déclenchée soit par leur partenaire, soit par leur enfant, par une personne étrangère, un animal ou la nature. Les chercheurs ont observé que l'activité neuronale différait beaucoup selon le cas présenté. Bilan de cette étude, c'est l'amour parental qui s'est avéré le plus puissant, suivi de l'amour pour son ou sa partenaire, appelé aussi amour romantique, suivi de l'amour dit amical, et pour fermer la marche, on trouve l'amour pour la nature et les animaux. À une exception près, les animaux de compagnie, qui, chez les possesseurs de ceux-ci, arrivent sur la troisième marche du podium. L'équipe a pu, pour chacun de ces amours, distinguer clairement les différences dans l'activité neuronale. Attention, cependant, cette étude ne porte que sur 55 candidats, ce qui est très peu pour en tirer des conclusions universelles. Bref, cela nous amène à parler des relations familiales qui sont essentielles. Depuis notre naissance, nous sommes programmés pour rechercher le lien avec les autres. Dans une relation familiale saine, qui apporte sécurité et bien-être, il existe une stabilité émotionnelle. Et ça a un impact sur le cerveau. Un environnement familial chaleureux active le circuit de la récompense, favorise la production d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. A l'inverse, un manque de lien familial où les conflits sont régulièrement présents, ça augmente le stress, le taux de cortisol et ça a des effets négatifs sur la santé mentale et physique. Je pense que vous connaissez tous l'expression « on choisit ses amis, mais pas sa famille ». Petite anecdote sur ce sujet, la vraie phrase a été écrite par l'abbé Delille dans son poème « Malheur et pitié ». Et elle dit ceci: le sort fait les parents, le choix fait les amis. Bon, tout cet étalage de culture pour dire que l'amitié est un moteur tout aussi puissant que l'amour. Les liens amicaux sincères et profonds stimulent les mêmes circuits neuronaux que les relations familiales et amoureuses. Et c'est vrai qu'avoir un ou des amis à qui se confier, à qui parler ou simplement avec qui passer du bon temps, c'est important pour notre vie sociale et notre équilibre mental. Pour continuer avec les recherches, cette même université d'Aalto ont cartographié l'activation des zones du corps selon le type d'amour ressenti. Et comme vous allez pouvoir le voir sur le schéma, il sera disponible aussi dans la description de la vidéo. Selon le type d'amour, le corps active certaines zones sensorielles, plus ou moins grandes. L'exemple le plus parlant est celui de ce que les scientifiques ont appelé l'amour d'une vie, puisque la totalité du corps est allumée, des orteils jusqu'au sommet du crâne. Seul lien entre tous ces amours, ils impliquent tous le cerveau. Mais quelle que soit la couleur de votre amour, ces liens sont essentiels. La famille et les amis sont des piliers émotionnels. Un lien fort avec ses proches, c'est un facteur de résilience et d'équilibre émotionnel. Nous allons dès lors voir que deux éléments se rejoignent et s'entremêlent dans cette notion d'amour. Deux éléments indispensables pour mieux comprendre l'autre. Il s'agit des neurones miroirs et de l'empathie. Alors c'est quoi les neurones miroirs? Ils ont été découverts dans les années 1990 par une équipe de neuroscientifiques italiens. Ils s'activent quand on effectue une action, comme attraper un objet par exemple, mais également quand on voit quelqu'un faire cette même action, comme si notre cerveau vivait l'expérience à travers d'autrui. Ils permettent de mimer intérieurement les gestes, les émotions, les intentions des autres. Ces neurones miroirs ont un rôle crucial dans l'apprentissage, la communication et les relations sociales, et ce dès le plus jeune âge. Il est avéré depuis longtemps que les enfants apprennent par l'observation et le mimétisme avec leurs proches. Parents, frères et sœurs, nounous, autres enfants dans la crèche, en activant ces fameux neurones miroirs. Ceux-ci s'activent par exemple quand vous voyez quelqu'un sourire ou quelqu'un bâiller, le bâillement contagieux. Et même chose, quand quelqu'un se fait mal, nos neurones miroirs nous font ressentir une part de sa douleur. Un exemple frappant, c'est quand vous regardez une vidéo sur les chutes et que quelqu'un se fait mal à un endroit très sensible, si vous voyez ce que je veux dire.
Non, pas cet endroit. Je parlais du fameux petit doigt de pied dans le coin du meuble, là, vous savez? Celui-là qui fait horriblement mal. Eh bien, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir une réaction similaire, une réaction empathique. On peut même observer chez certains spectateurs une réaction physique et gestuelle semblable à celle de la pauvre victime. Et c'est une transition toute faite pour le deuxième élément qui est tout aussi important, l'empathie. L'empathie est une notion complexe, selon si vous la prenez d'un point de vue littéraire, philosophique ou scientifique. Alors ici, pour faire simple, on va prendre la définition du dictionnaire. Ce mot vient du grec pathos, passion, souffrance, maladie. C'est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. On différencie trois formes d'empathie. L'empathie cognitive, c'est la capacité à comprendre ce que l'autre pense et à adopter son point de vue sans forcément partager son émotion. Elle repose sur la rationalité et l'analyse. L'empathie émotionnelle ou affective, c'est la capacité à ressentir les émotions de l'autre comme si on les vivait soi-même. Elle est liée au neuromiroir et favorise la connexion émotionnelle. On la retrouve beaucoup chez les hypersensibles. L'empathie compassionnelle ou bienveillante, elle va au-delà de la simple compréhension ou du ressenti simple. C'est l'envie d'aider et d'agir pour soulager la souffrance de l'autre. Alors, qu'est-ce que permet l'empathie? Elle permet de créer des relations plus profondes et plus sincères. Elle améliore la communication et aide dans la gestion des conflits. Et elle est considérée comme un facteur clé dans l'éducation, le leadership et même la réussite sociale. Seulement, faire preuve d'empathie demande un effort cérébral important. C'est un exercice difficile et coûteux en énergie pour notre système interne. Et le cerveau, pour le bien de ce système, essaye toujours d'économiser un maximum d'énergie. Et malheureusement, nous sommes dans une époque où les communautarismes sont de plus en plus clivants et n'incitent pas à l'empathie. Malgré tout, l'empathie se cultive et ce sera le premier conseil que je vais vous donner dans la dernière partie de cette vidéo. Comme je vous l'ai proposé la semaine dernière, vous pouvez tester l'expérience suivante. Essayez de regarder quelqu'un dans les yeux pendant 2 minutes, sans parler, sans le toucher, et allez chercher vraiment au fond de son regard les sensations et les émotions que ça génère en vous. C'est une technique qui renforce l'empathie et la connexion émotionnelle entre deux personnes. Je vous recommande tout de même de faire cet exercice avec un ami, quelqu'un de votre famille, bref, une personne assez proche. Je vous le déconseille si c'est un parfait inconnu, sinon vous risquez d'avoir des problèmes, voire même de finir en garde à vue. Tout le monde n'est pas encore prêt à faire preuve d'empathie. Par contre, autre exercice que vous pouvez faire avec des inconnus, c'est de les observer. Avec discrétion bien sûr, dans les transports en commun par exemple, ou dans une file d'attente. À ce moment-là, essayez de deviner ce qui se passe dans sa tête, essayez de vous mettre à sa place, de voir à travers leur regard et de parler comme si vous étiez en eux. Cet exercice permet également de renforcer l'empathie et ça a l'avantage de raccourcir les temps d'attente sans spécialement surfer sur son iPhone. Autre exercice à faire en couple ou entre amis à plusieurs, ça ressemble un peu au bâton de parole, si vous connaissez. Chaque participant a la parole pendant un temps donné, tant qu'il ne doit absolument pas être interrompu par les autres participants. Pendant cette étape, un des participants résume ce que la personne a dit, mais sans jugement, qu'il soit d'accord ou non, et on l'appellera le récepteur. Chacun des participants sera à son tour orateur, récepteur et observateur. Cet exercice permet d'être en pleine écoute active, notion essentielle dans la culture de l'empathie. L'écoute active, c'est le fait d'être pleinement concentré sur son interlocuteur sans faire autre chose en même temps. Oui, je vous vois tous là en train de checker vos notifications alors qu'il n'y a rien du tout. Il ne faut pas apporter de jugement même intérieurement et bien sûr ne pas du tout interrompre la personne qui parle. Et le plus difficile, ne pas réfléchir à la réponse que vous allez donner alors que votre interlocuteur n'a pas encore fini d'énoncer la totalité de son message. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup, écrite par un auteur américain, Stephen Covey. La plupart des gens n'écoutent pas avec l'intention de comprendre, ils écoutent avec l'intention de répondre. Pour cet exercice, je vous recommande de vous mettre d'accord sur un temps de parole précis, sinon certains vont dire 3 mots et d'autres vont vous déblatérer un véritable roman. À la fin de l'exercice, montrez vos notes à l'ensemble des participants afin de vérifier que le message émis est bien passé et bien compris. Nous sommes vraiment dans un exercice de communication et de compréhension mutuelle. Et enfin, le dernier outil extrêmement puissant et qui est de plus cerise sur le gâteau à la portée de tous, le câlin. Un câlin, c'est bien plus qu'un geste. D'ailleurs, le toucher est l'un de nos premiers langages. Dès la naissance, les bébés ont besoin des câlins pour se développer émotionnellement et physiquement. Il existe d'ailleurs ce qu'on appelle des câlineurs.
Ils sont représentés sous forme d'associations de bénévoles qui interviennent dans les hôpitaux et qui ont pour but d'apporter cette parenthèse de douceur aux enfants abandonnés ou de pallier plus simplement à l'absence des parents lorsque ceux-ci ne peuvent pas être présents en permanence. Autre étude par des chercheurs de l'Institut de neurosciences des Pays-Bas, qu'ils ont réalisé à grande échelle en confrontant des résultats obtenus par plus de 200 études au cours de ces dernières années. Ils ont recensé des données de plus de 13 000 personnes. Évidemment, sans grande surprise, les chercheurs ont constaté que le câlin active une libération d'un cocktail d'hormones du bonheur. L'ocytocine, qui favorise l'attachement et réduit le stress, la dopamine, qui apporte une sensation de bien-être immédiat, la sérotonine, qui régule l'humeur et combat l'anxiété, et bien sûr, on constate aussi une diminution du cortisol, qui occasionne moins de stress et une meilleure immunité. Cette étude a montré que les personnes qui reçoivent des câlins quotidiens sont moins stressées, plus heureuses et même en meilleure santé. Plus surprenant et contrairement à ce qu'on pouvait penser, la durée des câlins n'est pas significative. Ce serait plutôt la fréquence de ceux-ci qui serait un facteur déterminant. Et encore plus déroutant, l'identité du câlineur importerait peu, jusqu'à constater qu'une peluche, un coussin ou même un robot câlineur, je ne connaissais pas, donnerait des résultats assez proches d'un humain. Exception faite de tout petits enfants où l'affection des parents fait vraiment une différence notable. Ce qui nous amène à une autre étude effectuée par l'université de Cambridge qui aurait conclu que des enfants câlinés dès leur premier âge donnent des adultes plus prosociaux et plus empathiques. Donc le câlin est un allié pour toutes les relations. En famille, il renforce les liens et diminue les tensions. En couple, il entretient l'intimité et la connexion. Avec les amis, il crée une sensation de proximité et de confiance. Avec des inconnus, il participe à une société plus empathique et je crois qu'elle en a bien besoin. Alors prêt à intégrer plus d'amour, plus d'empathie et plus de câlins dans votre vie? Ce sont des gestes simples mais puissants pour améliorer votre bien-être et vos relations. Si vous avez des conseils sur ce qui, pour vous, améliore votre communication, votre amour, votre empathie, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. En attendant, merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Projet Neuro-Hypno.